c'était forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna? Vidéo un peu spéciale concernant le nouveau film de Saint Seiya qui vient de sortir. La chaîne Nébulaire n'a pas pour vocation de couvrir l'actualité, mais là, on fera une exception. Alors pour comprendre l'origine du film, il faut se souvenir que Saint Seiya n'a jamais véritablement conquis le marché américain. On s'est longtemps posé la question concernant Samurai Troopers, le rival de Saint Seiya créé par le studio Sunrise, car cette série fut diffusée aux États-Unis dans les années 90 et rencontra vite son petit succès. Mais alors pourquoi ça ne s'est pas fait avec Saint Seiya ? Déjà, quand on y regarde de plus près, Sunrise a réalisé une série qui n'est pas très violente, surtout en comparaison de Saint Seiya, où le sang vole à flot, surtout sur les combats de Shiryu. La série, telle que nous la connaissons, certes, elle avait eu le droit à des censures en France, mais il était impensable qu'elle arrive en l'état aux États-Unis. Dans l'Animeland numéro 97, Masami Kurumada fut interviewé et révéla une information qui a fait grand bruit décembre dernier sur la chaîne YouTube de Raimona. Kurumada précisait alors qu'un projet de film live lui fut parvenu. Ce projet, on l'avait évoqué brièvement dans une ancienne vidéo. Masami Kurumada s'était opposé à ce projet car il considérait que l'essence même de la série n'était pas respectée. Ce projet live se nommait Starstorm et Shun avait déjà changé de sexe dans cette version. Cette idée ne date pas d'hier. Il indiquait également qu'un projet lui faisait penser aux Tortues Ninja et cette série, c'était Guardian of Cosmos. La chaîne de Raimona est parvenue à retrouver la trace de ce projet, la réalisation, le design, tout ceci rappelle fortement le projet Sailor Moon qui lui aussi fut avorté. Le scénario a été remanié, par exemple le grand Pop est désormais le frère d'Athéna, à savoir Apollon. Les combats n'ont rien à voir avec l'esprit de la série, bref tout a été américanisé et le résultat est désarmant. Peut-être que si Masami Kurumada aurait donné son aval, la série aurait été un succès là-bas. Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, regardez les vidéos de Raimona sur ce sujet, son enquête est incroyable. Mais quoi qu'il en soit, ces deux projets expliquent pourquoi Saint Seiya est arrivé par le biais de Dick dans une version charcutée si tardivement. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo concernant la localisation de Saint Seiya dans le monde. Et finalement, Sunrise a plutôt coché toutes les cases pour exporter au mieux Samurai Troopers, qui n'a pas été modifié aux États-Unis. Et quand on songe à toutes les figurines de Saint Seiya vendues dans les années 80, cela laissait songeur ce qui aura pu se passer aux États-Unis. Maintenant, on va revenir sur le 7e film de la licence, et ainsi que sur ses origines. Ça te fait quoi d'être une déesse? Parfois, je me sens étrangère dans mon propre corps. À l'époque, le film devait être une coproduction avec la Chine. La licence est en effet très populaire dans ce pays. À ce moment-là, la société ARGF, qui signifie A Really Good Film Company, basée à Hong Kong, devait produire une adaptation en film live de Saint Seiya. En juillet 2012, le producteur Ikezawa Ryoichi annonce la couleur car leur but est d'entrer à Hollywood et pour cela, le film Harlock Space Pirate, sorti en 2013, fut un test pour eux. Preuve que ce projet ne date pas d'hier. Et à présent, l'atelier Animation a des bureaux à Los Angeles, Paris, Shanghai et Hong Kong. On est loin de la firme conservatrice des années 80. Le producteur Ikezawa Ryoichi est l'un des plus actifs acteurs de ce revirement au sein de la Toei Animation et souhaite vraiment voir la firme concocter des projets de l'ordre international. Lorsque le film Saint Seiya a commencé à se développer, Sony s'est rapproché et c'est à ce moment-là qu'interviendra également Netflix. Le projet les intéresse également et ils veulent en faire une série CGI. Car même si on parle de la Toei Animation, détentrice des licences comme One Piece et Dragon Ball, eh bien œuvrer pour un film coûtant des millions de dollars, eh bien ce n'est pas un projet dont ils ont l'habitude. Et en fond, pourquoi ne pas le faire eux-mêmes? Tomoaki Baginski fut alors présenté à l'équipe japonaise et Sony a rapidement fait part de son enthousiasme sur ce projet qui permettra ainsi une distribution mondiale. Mais attention,
Ils ne participeront aucunement au financement du film. Le projet fut alors tourné en Hongrie. Et non, ce n'est pas en Grèce où ça se passe, je sais. Et coup de théâtre, aucune compagnie chinoise ne participera au projet. Et ça, c'est plus que surprenant. Alors manifestement, un des investisseurs chinois s'est désolidarisé du film un peu après la pandémie. Et c'est l'une des raisons pourquoi le budget a drastiquement diminué. C'est la Toei Animation qui utilisera ses propres fonds. Il est plusieurs fois indiqué qu'aucun investisseur américain n'a participé au film. Et pour cause, la licence, elle n'a jamais fonctionné là-bas. On pourra donc dire que le film est hongrois, mais l'équipe de production qui est derrière est 100% japonaise. Il faut le souligner car le grand public pense que c'est un film créé par les Américains. Et pourquoi un film Saint Seiya aujourd'hui ? Eh bien, les films Marvel et DC ont rendu ce projet possible selon les analyses de la Toei Animation. Bien sûr, on a par le passé fait quelques comparaisons entre Saint Seiya et les séries Tokusentai. De par les couleurs des héros, la série empruntait partiellement des codes, oui. Bon, d'accord, il n'y avait pas de robot à la fin, mais il y avait des séquences clés qui pouvaient songer à cela, notamment le 4e film de la licence. On ne pouvait pas ignorer ce petit rapprochement. Selon une interview accordée à l'acteur argentin Al Gro, qui fut l'un des producteurs du film, le projet aurait démarré en 2015. Quant au script, il fut finalisé en 2020. Une information assez pertinente concernant le personnage de Gurad, que les fans de la série CGI connaissent bien, puisqu'il était un antagoniste dans cette série et qui trahissait Mitsumasa Kido. Il crée à partir de ses analyses sur la clause du Sagittaire la Super Black Knight. Le personnage n'était pas spécialement marquant et les retours sur ce personnage étaient très mauvais. Le script a pris donc en considération cela. Le personnage a ainsi évolué, devenant ainsi l'ex-femme de Mitsumasa Kido, incarnée par l'actrice Famke Janssen. La production voulait mettre Iki comme antagoniste principal, ce qui ferait sens avec le début de la série après tout, mais probablement pour des raisons de temps, de développement, cela ne fonctionnait pas. Du coup, son personnage est quelque peu remplacé par Gurad, bien que Iki apparaisse, mais finalement peu par rapport à ce qui était prévu. L'occasion d'indiquer que le projet du film est antérieur à la série en CGI, et sur de nombreux aspects, la série a permis de jauger les réactions des fans, et notamment sur le personnage de Gurad. Il s'est avéré que le personnage avait tellement déçu, donc le film a donc radicalement changé ses plans pour modifier les origines de ce personnage. De nombreux éléments furent supprimés, comme la formation de Seiya au sanctuaire, et là on se rend compte que la production était un petit peu terrorisée à l'idée de donner trop d'informations aux nouveaux arrivants. Et pour Randy Cheng, qui est aujourd'hui connu pour avoir chorégraphié Shang-Chi, il a travaillé d'arrache-pied sur le film, outre le fait qu'on lui a donné beaucoup de liberté. Pour lui, l'Asie est sous-représentée chez les super-héros, mais il perçoit quand même une amélioration très positive de tout cela. Et pour cause, la Chine est maintenant le plus grand marché au box-office au monde. L'argent est en Asie et une production autour de Saint Seiya pourrait largement faire son petit effet là-bas. Le film est du coup scénarisé par Jeff Campbell et Matt Stuyken. Quant au réalisateur, lors d'une interview, Tomek Baginski sur le site jbox.com, celui-ci a indiqué connaître brièvement la licence. Il avait retenu avant tout l'aspect de la mythologie grecque. Et lorsque le réalisateur a commencé à songer à un script autour de Saint Seiya, c'était il y a 6 ans. Pourquoi autant de temps ? Le scénario a été de nombreuses fois modifié pour le rendre plus accessible au grand public. L'implication de Masami Kurumada est également importante à analyser, et manifestement, de base, les héros devaient avoir des armures très sophistiquées. Le mangaka aurait freiné les ardeurs de la production pour revenir à des armures bien plus typées médiévales. Tout du moins, c'est ce qu'il dit. De même que si dans le cadre d'une série ou d'un film d'animation, certaines choses sont facilement possibles, pour de vrais acteurs, effectuer certains mouvements avec des épaulettes, c'en est tout autre. Une chose qui excite grandement le réalisateur est l'idée de pouvoir faire évoluer les clauses, notamment celle de Seiya. Il faut dire que c'est l'une des caractéristiques du manga de Kurumada, il est donc normal que le film suive cela.
Quant au budget, eh bien, le film reste très mystérieux. Apparemment, la Toei Animation aurait budgétisé pour 3 films. Le plus dur pour eux serait le premier, car le projet serait difficile à imposer aux fans. Le site Variety.com annonce alors un budget de 60 millions, mais le réalisateur démentira cette information et il semble indiquer que le premier film a coûté beaucoup moins. Certaines rumeurs annoncent même que le budget de 60 millions comprendrait plusieurs films. Bon, j'espère que non, personnellement. En tout cas, il est intéressant de souligner que l'acteur Diego Tineko, qui incarne donc Iki alias Nero, l'acteur aurait signé pour 3 films. Concernant le casting, il a très vite été décidé que le héros serait de nationalité japonaise. Petit problème cependant, il fallait que celui-ci parle anglais. Le choix s'est opéré sur Makenyu, déjà très célèbre au pays du soleil levant. Le choix de Makenyu n'est pas anodin, car il est le fils de Sony, qu'on connaît très bien pour ce rôle sur XOR. Et quand on sait que le film a des allures de tokusatsu, le message semble fort en symbole. Alors concernant les autres bronzes, le réalisateur très présent sur Facebook n'est jamais avare en informations et il aurait révélé pourquoi Shun, Yoga et Shiryu étaient absents. Pour lui, il était trop difficile de faire intervenir tous ces personnages dans un même film. Sur ce premier film, il voulait se concentrer uniquement sur Seiya et Athena. À l'image du premier film Iron Man, le film se concentrait que sur un héros. Ici, ce sera pareil, même s'il paraît étonnant de voir apparaître Iki sur son jeune frère Shun. Sur le compositeur, la Toei Animation tenait absolument à ce que cette partie soit tenue par un japonais. C'est Yoshihiro Ike qui fut choisi. Bon, personnellement et malheureusement, je n'ai pas trouvé les musiques vraiment formidables, mais on retiendra tout de même la variation du thème culte Pegasus Fantasy. Alors déjà, la vidéo va spoiler tout le film. Analyser le film sans révéler ses intrigues et analyser quelques scènes, c'est pas mon truc. En tout cas, moi j'en suis incapable. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir, ne regardez pas la vidéo, je vous en conjure, s'il vous plaît. Voilà, pour les autres, c'est parti. Alors déjà, tout comme dans Legend of Sanctuary, le début commence par la fuite d'Aiolos. Nous avons le droit pour la seule fois du film au terrible chevalier d'or. Ah oui, alors je précise, dans ce film, ils disent armure, ils disent pas Klaus, ils ne disent pas sainte, ils disent chevalier. Bon, donc du coup, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas quand j'emploie les termes Klaus et sainte, je ne les emploierai pas sur cette vidéo puisque de toute façon la version anglaise, donc la VO, indique donc bien chevalier et armure. Donc je vais continuer sur cette volée aussi. Et donc les casques couvrant totalement le visage qui rappellera fortement le travail effectué sur Legend of Sanctuary bien évidemment. La fuite se passe une nouvelle fois dans les airs. Nous rappelons ainsi que cette caste est au-dessus de tout. Nous avions vu furtivement dans le manga Mu se déplacer ainsi pour sauver Seiya et ses compagnons. Non, je dis ça parce que certains pensent que c'était déjà une invention de Legend of Sanctuary, ce qui n'est pas tout à fait le cas, non. Par contre, oui, c'est vrai qu'on n'a jamais vu des combats aériens dans le manga, ça c'est vrai. La série CGI trouve son inspiration sur le script du film que nous sommes en train de chroniquer, et cela s'en ressent fortement. Nous avons le droit à des combats de rue, ce qui était vaguement le cas dans la série du coup, où nous avions droit à des combats clandestins. Et à l'instar de la série, nous avons le droit à un court flashback où Patricia est séparée de son petit frère. L'occasion de voir Seiya détenir un talisman arborant fièrement un Pégase. Là encore, cette idée fut utilisée dans le film Legend of Sanctuary ou encore dans Saint Seiya Omega, mais avec un design bien différent. Le premier combattant à faire face à Seiya est un dénommé Jackie. Alors on ne sait pas trop si c'est un nom pris au hasard ou si c'est un clin d'œil au colosse qui affrontait Marine dans la série animée, personnage qui n'existait pas dans le manga. Les mouvements, les cascades sont intéressantes, Seiya est agile. La séquence est chouette à regarder, mais il y a beaucoup trop de ralentissement à mon goût. Mais quoi qu'il en soit, c'est le combat que j'ai préféré dans le film. Oui, c'est étrange, mais c'est vrai. Cassius y apparaît et met une correction à Seiya. Après tout, ce dernier aussi dans le manga avait essuyé hors champ des corrections. Le design du colosse n'a plus grand chose à voir avec celui du manga. On est là sur un tout nouveau personnage. Enfin si, il a un point commun avec Cassius, il a une crête. Il est intéressant de constater que son nom, Cassius, n'a pas été modifié, probablement parce que son nom en grec signifie vide, ce qui peut être raccord au personnage du film. Ouais. L'énigmatique Ido y apparaît.
Et nous avons le droit à une poursuite qu'on voit souvent dans les blockbusters. De mystérieux guerriers s'intéressent à Seiya. La poursuite, les flingues, le bras droit de Monsieur Kido qui se nomme ici Mylock et non Tatsumi. Rien ne nous rappelle un tant soit peu Saint Seiya. Bon, bien sûr, on pourra me rétorquer que lors de la poursuite d'Iki au tout début de la série, la Fondation Grade dans l'animé faisait intervenir un hélicoptère qui attaquait Iki et les Chevaliers Noirs. Donc bon, ok, bon, ça se faisait pas tous les jours non plus. Et voir bien plus tard un avion dernier cri pour guider Seiya et les siens à l'île de Guest. Toujours est-il que Senben est remarquable dans ce film, probablement l'un des points forts du film. Même chose pour l'actrice Famke Janssen, qui est mondialement connue pour y avoir incarné Phoenix dans les X-Men. On reparlera justement du rapport étrange entre ce film et les X-Men plus tard. Quoi qu'il en soit, la terrible Gurad est là pour en découdre avec l'organisation d'Alman Kido. Alors, petite parenthèse sur ce personnage, mais dans la série CGI, Gurad n'est pas tout à fait un nouveau personnage. Ce visage, est-ce qu'il ne vous dit rien ? En réalité, il s'agit d'une référence à Django, le maître des Chevaliers Noirs. Dans la série CGI, c'est Gurad qui crée cette caste, pour un résultat assez décevant. Pour le film, le personnage de Gurad est dorénavant une femme, et elle est donc à la tête des Chevaliers Noirs. On peut donc dire que la Gurad du film est la version féminine de Django. Mais bon, honnêtement, les deux personnages n'ont strictement rien à voir. Notons qu'ils ont changé le côté de la brûlure. Un fan japonais a fait un fanart justement sur ce Django version femme. Concernant Gurad, eh bien, cette fois-ci, il s'agit de l'ex-femme de Monsieur Kido. Et elle recherche activement Athéna. Son pouvoir pourrait, selon elle, semer le chaos, un peu comme Jean Grey dans les X-Men 3. Tiens, cette thématique assez intéressante dans ce film autour d'Athéna, qui pourrait trouver écho avec Next Dimension, où Athéna est en danger, car ses interactions égoïstes gênent considérablement les personnages du passé. On nous rappelle bien plus dans ce film qu'Athéna est la déesse de la guerre, mais que son gigantesque pouvoir est quelque peu effrayant pour les êtres humains. Une intrigue assez originale et absolument pas grotesque. Bon, après, sur l'exécution, c'est autre chose, j'en conviens, mais je suis plutôt fan de l'idée de base. Et justement, dans son repère, Kido révèle alors l'intrigue du film, les enjeux et surtout révèle Athéna alias Sienna. La relation entre Seiya et Sienna ne se crée pas tout de suite, rappelant que dans le manga, c'est la même chose. Suite à cela, Seiya va faire route sur une île mystérieuse pour devenir un chevalier. Alors déjà, le fait qu'il escalade une montagne dans le cadre de son entraînement pourrait évoquer un petit peu Fuma no Kojiro, une œuvre antérieure de Masami Kurumada. Quant au fait qu'il s'entraîne sur une île, cela me fait vachement penser à Saint Seiya Omega à travers Koga et Sheina. Alors c'est peut-être juste un hasard, mais quand même. Et enfin, ce type de narration où le héros rencontre Athéna pour ensuite aller s'entraîner, alors j'avoue, j'ai immédiatement pensé au début de Saint Seiya Show. Surtout que Marine semble avoir entraîné plusieurs personnages avant Seiya. Ce qui me fait davantage penser au personnage de Meiora, toujours dans Saint Seiya Show. Nous faisons la rencontre de Marine, qui s'écrit avec un E à la fin, attention dans les sous-titres. Cet entraînement est ma foi un poil trop long. Marine est incarnée par Kathleen Hudson. Au niveau chorégraphie, elle fait le job. Son armure en forme d'aigle est pas mal, mais globalement, je suis un peu déçu du costume, du masque. Il y a un aspect où je trouve que ça passe pas du tout, ça fait un peu cosplay pour moi, donc... Bon, je suis un peu déçu, mais on va reparler un petit peu des armures. Bref, dans ce long entraînement qui reprend une fois de plus la destruction des... Seiya parvient à obtenir l'armure de Pégase. Alors le scénario a pris le choix de s'inspirer de la Early Clothes, mais également de ses vêtements d'entraînement lorsqu'il s'entraînait avec Marine. Durant ce passage, Seiya se rend compte par l'intermédiaire d'un flashback qu'Alman Kido n'est pas tout blanc sur l'enlèvement de sa sœur. Bien sûr, par une pirouette scénaristique, on apprendra que c'était pour une bonne raison. Cette intrigue est intéressante car elle fait écho avec la défaite d'Iki dans le manga où ce dernier révélait ses origines à Seiya, ainsi que l'instigateur. Bref, l'intrigue des 100 enfants, naturellement, il était impossible de l'adapter dans un film. Non mais vous vous rendez compte si ça avait été adapté ça ? Mais le fait que cette intrigue vienne ternir l'image de Kido est un bon point, car dans la série d'époque, tout ceci avait été zappé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que M. Kido était un grand homme. Il a pensé vraiment à tout.
Notons que le film sous-entend quelque peu, ou en tout cas de ce que j'ai compris, que seuls quelques élus possèdent un cosmos. Alors j'avoue que cette intrigue des individus et probablement des enfants à détenir un cosmos qui se font kidnapper, voire tuer, eh bien ça m'a évoqué le film Dr. Sleep, la suite de Shining, un film que j'aime beaucoup en raison de son antagoniste incarné par Rebecca Ferguson. Seiya et Sienna se rendent brièvement à un lieu qui pourrait faire songer au Yacht Ooze. Bon, cette vidéo va être longue, alors je dois un petit peu accélérer la cadence. Mais Gurad attaque la demeure d'Almond Kido à l'aide de ce qui ressemble à des chevaliers noirs. Masami Kurumada tenait à ce que les armures ne soient pas trop sophistiquées. C'est à moitié vrai concernant les hommes de main de Gurad. Cassius s'est rangé à ses ordres et il est bien content de pouvoir bourriner sur Seiya. Évidemment, le rôle de Cassius dans ce film rappelle également celui de la série CGI, où il revenait par le biais d'une armure un petit peu trafiquée, qui faisait un peu penser au style Sainte et un peu penser au Chevalier Noir. Oui, c'était l'un des plus mauvais points de la série. Oui. Kido se voit contraint de se sacrifier. Alors oui, le sacrifice, un thème fort dans Saint Seiya, mais là je trouve que c'est un peu gratuit car il ne parvient pas à emporter son ex-femme dans la mort avec lui, et Sienna se fait capturer malgré tout par l'ennemi. En tentant de tuer Sienna, Gurad fait marche arrière. Elle a finalement de la compassion. Ce personnage est bien plus sensible et moins abject que ce qui pouvait être supposé. Mais c'est Nero qui poursuit les opérations, qui se révèle être le chevalier du Phénix. Un indice s'affichait sur son oreille, voyons. Oui, car sur sa boucle d'oreille, c'est la pointe de la chaîne d'Andromède. Notons que lors de la production, il a été indiqué que le personnage avait un frère. Donc oui, si suite il y a, ils ne reprendront pas le changement de sexe de Sean. Notons d'ailleurs que Jensen, qui a participé justement d'arrache-pied sur la série CGI, avait été approché pour ce film, mais il s'est ravisé par rapport à la polémique qu'il avait créée sur le personnage de Sean. Mylock accompagne via son avion Seiya au combat final et l'armure de Seiya évolue. Le réalisateur avait indiqué que l'évolution des armures du manga l'intéressait grandement. Bon, c'est également une astuce habile de dire que si la réception des armures est trop mauvaise, ils trouveront un moyen de proposer autre chose. Et parlons-en de l'armure de Seiya. Oui, cela ressemble beaucoup à l'anime King Arthur alias Antaku no Kichi Monogatari. Si on veut, ça jouer puriste. Alors personnellement, je ne suis pas fan du visuel, de son design. L'armure n'est pas en 3D, contrairement à celle qu'on pouvait voir sur Showa et à Aiolos. La production a dû faire des choix et il faut se rappeler qu'en effet, l'animé ne cessait de tricher, notamment sur les épaulettes de Shun. Alors oui, les personnages dans le manga et l'animé, ils avaient des ceintures en pointe et on se demandait comment ils pouvaient s'asseoir avec. J'entends ces arguments, en plus du fait que les acteurs devaient bouger facilement et rapidement. Mais au niveau du visuel, oui, je ne pourrais pas vous masquer très longtemps ma déception sur cet aspect. On a le droit à des casques rétractibles, comme dans Legend of Sanctuary. Bon, je me répète, d'accord, pardon. Bref, pourquoi pas, mais visuellement, c'est une déception pour moi. Même chose pour l'armure de Cassius. Ce n'était pas déjà très jojo dans la série CGI, mais là, c'est pire. Nero, fait son apparition avec son armure, son casque, qui n'est pas terrible, mais qui me fait un peu penser à celui de Magneto dans les X-Men, tiens. Alors, je fais de mon mieux, mais ça passe pas du tout chez moi. Et du coup, je n'aime pas vraiment la dernière partie du film, tout du moins sur ses combats. Cela rappelle quelque peu les combats de la série CGI, là encore, il y a beaucoup trop de ralentissements. Et même si c'est supposé mettre en valeur l'intensité du combat, d'accord, mais pour moi, ça marche pas du tout, et je trouve qu'en fait, cet effet est un peu daté. Techniquement, je trouve que le film n'est malheureusement pas à la hauteur. Il y a des idées intéressantes, comme de montrer les constellations derrière les deux personnages, mais visuellement, c'est compliqué. Notons qu'aucune technique n'est nommée dans ce film. Seiya effectue son attaque de prédilection, mais aucun nom ne sera déployé, il ne dira pas le Pegasus Ryuseiken. Non, ça sera sans doute pour plus tard. La scène où Athéna est en train de se réveiller est vraiment par contre intéressante. Déjà, c'est rare qu'on voit Athéna si puissante dans la licence. Elle détruit si facilement l'armure du Phénix. La scène ne sera pas sans rappeler la fin du film X-Men, le 3e. Malgré tout, ce que je retiens, vous n'allez pas être content, c'est sa perruque violette faisant écho naturellement à l'animé. Le fait que les couleurs et les cheveux changent pour devenir violet est une idée du manga J Assassin, où Athéna passe de châtain à violet. L'actrice aurait insisté pour que cela ressemble à l'animé. Mais quoi qu'il en soit, je suis guère fan du résultat. La scène finale où Sienna, après ce petit moment d'apocalypse, fait largement songer à l'épisode 30 de la série, ou tout simplement au manga, où lorsque Seiya et Saori sont tous les deux seuls piégés par Jamian et Shaina. Pas rancunière pour autant,
Sienna soigne la blessure de Gurad. La scène fait largement écho à l'épisode 73 de l'anime. Dans le manga, Saori n'a jamais soigné quelqu'un par l'intermédiaire de son pouvoir. Le film se conclut sur Sienna et Seiya qui vont chercher les autres chevaliers une fois qu'ils auront retrouvé la sœur de Seiya, à savoir Patricia, alias Pat. J'ai voulu un peu y croire et tenter de me détacher du matériel d'origine. Le film voulait créer une origin story sur Seiya et Sienna. Pourquoi pas ? Car il a été décidé très vite que 6 films verront le jour. Le problème, c'est que pour le grand public, ne voir que 2 personnages en armure, c'est assez faiblard. Et surtout, le visuel des armures. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur le sort de ce film chez les fans. Il sera bien plus critiqué encore que la série Saint Seiya Omega. Saint Seiya est une série où le design compte beaucoup, car il y a un niveau de qualité très élevé chez les fans à travers ces belles armures. Si ce contrat n'aboutit pas, alors il y aura de vives réactions. Le film est très régulièrement comparé à Dragon Ball Evolution. Pour ma part, les deux projets sont très différents. Dans le cas de Dragon Ball Evolution, la Fox avait laissé sur la touche Kazuhito Torishima, du coup la Fox, donc aucun japonais derrière eux, donc c'est parfait. Ils avaient rejeté en bloc leur proposition. Ici, Masami Kurumada s'est investi sur le film et a proposé de nombreuses idées et en a même rejeté, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir créer des armures sophistiquées dans la lignée d'Iron Man, très probablement. Et lors de l'avant-première, Masami Kurumada fut très ému. C'est après tout une consécration pour lui. Jamais il n'aurait songé en 1986 que son œuvre serait adaptée pour Hollywood. Rappelons qu'avant Saint Seiya, aucune de ses œuvres n'avait été adaptée. Et pourtant, Rin Nikakiro fut un très grand succès pour lui. Bref, c'est une belle revanche pour lui. Après, concernant le résultat, je ne trouve pas le résultat si catastrophique que cela. Je n'ai pas détesté le film, mais je ne l'ai pas non plus adoré. Il y a des pics de fulgurance sur la réalisation, ça c'est certain, mais esthétiquement, je trouve que le film est hélas daté. J'ai bien aimé ce qui a été fait en tout cas sur Athéna, où certes Seiya doit lui venir en aide, mais la fin est originale sur ce qui a été fait jadis autour de la licence. Ajoutons à cela que l'équipe du film est probablement tétanisée par la réaction des fans, et le réalisateur est très facilement abordable sur Facebook et répond à toutes les questions, ce qui est assez rare pour être souligné. Le film n'a certainement pas été créé pour de mauvaises raisons et ils ont fait au mieux avec le budget déployé, ça j'en suis convaincu. Pour ma part, je reste convaincu que le trailer ne faisait pas honneur au film et encore moins la communication de Sony sur ce film. Les TNT pour rejoindre les chevaliers du Zodiac. Savoir se battre. Porter l'armure avec classe. Pour le box-office, le film effectue un résultat 6 fois inférieur à celui du précédent film, La Légende du Sanctuaire. Sur son premier jour en France, le film a fait 5281 entrées. On est bien loin de la Petite Sirène qui lui totalise 95 282 entrées. À l'heure où j'enregistre ma vidéo, c'est au Mexique où le film fonctionne le mieux, avec 1,38 million de dollars au box-office, alors que le Japon, lui, atteint un score assez faiblard de 310 680 dollars. Pour les curieux, Dragon Ball Evolution avait atteint un score de 3,45 millions de dollars au Japon. Le réalisateur espère que le film aura une seconde chance en streaming. Manifestement, le film devra atterrir sur Prime Video. Mais quoi qu'il en soit, pour une suite au cinéma ou directement en streaming, des moyens colossaux seront nécessaires pour adapter de vrais combats avec des armures différentes. On verra quels seront les résultats conclus par Toei Animation et Sony, une fois que l'Europe, puis surtout la Chine, auront fini d'exploiter ce film. Pour les déçus de ce film, tout ce que je peux vous dire, c'est que le film n'efface en rien les qualités existantes de l'ancienne série. C'est une autre adaptation du manga qui n'a pas le génie de la première série, tout comme les adaptations faites dernièrement. Mais ne perdez pas de vue la passion qui vous fait aimer Saint Seiya initialement. Voilà en tout cas pour mon petit avis. Alors je fais beaucoup de vidéos sur Saint Seiya, mais ça ne fait pas de moi un vidéaste sur le cinéma. Donc il y a certaines évidences qui ont pu m'échapper, je m'en excuse. Voilà, quoi qu'il en soit pour cette vidéo un peu spéciale autour du film Saint Seiya. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et surtout, salut.